Pendant un dîner de famille avec mon fils et sa femme, où nous faisions enfin la paix après des années de silence, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Levez-vous et partez maintenant. Ne dites rien à votre fils. J'ai décidé d'écouter et j'ai appris une terrible vérité qui m'a fait froid dans le dos. 30 minutes plus tard, la police frappait à leur porte. Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé ensuite. Avant de continuer, veuillez vous abonner à la chaîne et nous dire d'où vous écoutez dans les commentaires. Les bulles du liquide vaisselle s'accrochaient à mes mains usées par le temps tandis que je frottais la tasse à café préférée de David pour la 3e fois cette semaine. La même routine, chaque soir. Je lavais l'unique assiette, l'unique fourchette, l'unique tasse qui marquait un autre dîner solitaire. La cuisine de mon appartement parisien semblait caverneuse sans son fredonnement pendant qu'il cuisinait, sans ses douces réprimandes sur les journaux que je laissais traîner sur la table. Je séchai la tasse avec soin et la plaçai dans l'égouttoir où elle trônait toujours, tel un autel dédié à des temps meilleurs. Le réfrigérateur bourdonnait sa mélodie solitaire, décoré de photos délavées tenues par des aimants dépareillés. Mon regard tomba sur une photo de Rémi le jour de sa remise de diplôme du lycée. Il avait 17 ans, un large sourire sur le visage sous sa toque, le bras de David enroulé autour de ses épaules. C'était avant les disputes, avant l'argent, avant le silence. La sonnerie stridente du téléphone mural déchira ma rêverie comme un couteau. Mes mains mouillées cherchèrent maladroitement le torchon tandis que le téléphone poursuivait sa demande insistante. Le combiné en bakélite semblait froid contre ma paume quand je le soulevai, plissant les yeux pour lire le numéro à travers mes lunettes de lecture. Le nom affiché me coupa le souffle. Rémi. Pendant un instant, je fus incapable de bouger. Une année de silence s'étendait entre nous comme un océan. La dernière fois que nous nous étions parlé, il était parti en claquant la porte après que j'avais refusé de lui prêter de l'argent pour sa dernière opportunité d'investissement. David aurait mieux géré la situation. Il trouvait toujours les mots justes. Allô ? Ma voix sortit plus rauque que je ne l'aurais voulu. Maman ? La voix de Rémi avait cette même intonation incertaine de son enfance, quand il avait cassé quelque chose de précieux et ne savait pas à quel point il allait avoir des ennuis. C'est moi. Je serrai plus fort le combiné, mon cœur martelant mes côtes. Rémi, je ne m'attendais pas à. Je sais. Je sais que ça fait, il fit une pause, et je pouvais l'entendre respirer. Trop longtemps. Beaucoup trop longtemps. Je me déplaçai lentement vers mon fauteuil, celui que David avait insisté pour que nous achetions car il soutenait bien mon dos. Le cuir était usé et lisse après des années de journaux du soir et de mots croisés du dimanche. Comment vas-tu, mon fils ? Je vais bien. Vraiment bien. Emma et moi, on parlait et on a réalisé à quel point tu nous manques. À quel point la famille nous manque. Le mot flotta dans l'air entre nous. Famille. Une chose que nous avions été, autrefois. Avant que l'orgueil, l'argent et un silence obstiné ne construisent des murs entre nous. Ça me manque aussi, admis-je, surprise par l'honnêteté de ma propre voix. Maman, est-ce que tu envisagerais de venir dîner ce soir ? Emma prépare ce bœuf bourguignon que tu as toujours adoré, et on pourrait parler. Vraiment parler, comme avant. Je fixai la photo de famille sur ma table d'appoint. Rémi, Emma, David et moi à leur mariage, il y a 5 ans, avant que tout ne tourne mal. David disait toujours, les familles finissent toujours par se retrouver, avec le temps. Ce soir ? Ma voix trahissait ma surprise. Je sais que c'est un peu court comme préavis, mais Emma a déjà commencé à cuisiner, et on ne veut plus attendre. On a perdu assez de temps. Quelque chose dans sa voix tira une corde sensible en moi. Une vulnérabilité que je me rappelais de l'époque où il était petit et avait peur des orages. Peut-être que David avait eu raison. Peut-être que les familles pouvaient vraiment guérir. À quelle heure, m'entendis-je dire ? 19h30. Je t'envoie l'adresse par texto. On a déménagé à Neuilly l'année dernière. Neuilly-sur-Seine. Un territoire cher, mais Rémi avait toujours été ambitieux. J'y serai. Maman, sa voix s'adoucit. Merci. Merci de nous donner une autre chance. Après avoir raccroché, je restai assise dans la pénombre grandissante,
tenant la photo de famille dans mes mains tremblantes. David me souriait depuis le cadre, et je pouvais presque l'entendre murmurer « Il est temps, Hélène. Il est temps de rentrer à la maison. » Le silence qui suivit la tonalité semblait différent, chargé de possibilités plutôt que de vide. Je reposai délicatement la photo de famille sur la table d'appoint et me levai de mon fauteuil avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Ce soir serait différent. Ce soir, je retrouverais mon fils. À l'étage, ma chambre ressemblait à un musée de souvenirs. Les flacons de parfum de David étaient toujours alignés sur sa commode, des grains de poussière dansant dans la lumière de fin d'après-midi qui filtrait à travers les rideaux de dentelle. J'ouvris mon placard et poussai mes chemisiers de tous les jours et mes pulls usés jusqu'à ce que mes doigts trouvent la robe bleu marine suspendue dans une housse de protection en plastique. Le tissu semblait substantiel entre mes doigts, un mélange de laine que David m'avait offert par surprise pour la remise de diplôme de Rémi. « Il te faut quelque chose de chic pour les occasions importantes », avait-il dit en lissant les revers de son col avec ses mains soignées. Et la remise de diplôme de notre fils est définitivement importante. Je portai la robe jusqu'au lit et la déballai lentement, me souvenant de la fierté que j'avais ressentie en entrant dans cet auditorium, David à mon bras, regardant Rémi traverser la scène. La même robe m'avait accompagnée lors d'entretiens d'embauche, d'anniversaire et aux funérailles de David. Ce soir, elle serait témoin d'une autre étape importante. L'eau chaude de la douche détendit des muscles que je ne savais même pas avoir crispés. En me maquillant, je surpris mon reflet me fixant avec des yeux pleins d'espoir. Quand avais-je vieilli à ce point? Les rides autour de mes yeux s'étaient creusées, et l'argent dominait maintenant mes tempes. Est-ce que Rémi le remarquerait? Est-ce qu'Emma verrait à quel point j'étais devenue seule? L'eau de Cologne de David était posée sur le comptoir de la salle de bain, là où je l'avais laissée après son décès. Terre d'Hermès, son cadeau de Noël à lui-même chaque année. Je touchai brièvement le flacon, puis attrapai mon propre parfum. Certains souvenirs étaient trop précieux pour être empruntés. Habillée et prête, j'inspectai mon reflet une dernière fois. La robe me seyait encore bien qu'un peu plus lâche qu'auparavant. Je choisis une bouteille de whisky single malt vieilli dans le bar, une offrande de paix, quelque chose pour combler le fossé entre les blessures passées et les espoirs futurs. Mon téléphone vibra avec le texto de Rémi. 247 boulevard d'Argenson, Neuilly-sur-Seine. J'ai hâte de te voir, maman. Je commandai un VTC, mes doigts hésitants sur le clavier en tapant l'adresse. Neuilly était à 40 minutes, un autre monde par rapport à mon modeste quartier de Saint-Germain-des-Prés. L'application affichait un temps d'attente de 8 minutes. Debout près de ma fenêtre, je regardais les immeubles haussmanniens familiers se fondre dans les ombres du soir. Madame Chevalier, ma voisine de palier, me fit un signe de la main depuis sa porte, et je lui rendis son salut, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Peut-être que ce soir changerait tout. Peut-être que la famille pouvait vraiment retrouver son chemin. Le VTC arriva à l'heure précise, une berline propre avec un chauffeur amical qui commenta le beau temps. Alors que nous nous éloignions du trottoir, Paris laissa place au boulevard périphérique, et les périphériques aux banlieues chics. Je regardais le monde se transformer par la fenêtre. Les bâtiments devenaient des hôtels particuliers, les cours intérieures des jardins impeccables, les rues plus larges. Neuilly est un très beau quartier, remarqua le chauffeur, notant mon observation ébahie. Il y a beaucoup de gens qui ont réussi par ici. Je rends visite à mon fils, répondis-je, une pointe de fierté gonflant ma poitrine malgré ma confusion sur la façon dont Rémi pouvait se permettre un tel luxe. Vous avez de la chance d'avoir de la famille dans un endroit comme celui-ci. Chanceuse, en effet, pensai-je, bien qu'un malaise se glissa dans mon excitation. Comment Rémi avait-il exactement réussi à acheter une maison dans l'une des communes les plus chères d'Île-de-France? La voiture ralentit devant une maison qui semblait tout droit sortie d'un magazine d'architecture. Je restai figé sur la banquette arrière, fixant les colonnes en pierre et les taupières parfaitement taillées qui coûtaient probablement plus cher que mon loyer mensuel. Une allée circulaire contournait une fontaine ornée où l'eau dansait dans la lumière du début de soirée. 2 voitures de luxe, une Mercedes et une BMW, étaient garées comme des déclarations étincelantes de succès. Nous y sommes, madame, annonça joyeusement le chauffeur. Un endroit magnifique. Je cherchai mon portefeuille,
mes mains tremblant légèrement tandis que je comptais les billets et ajoutais un pourboire généreux. Merci. Bonne soirée. La portière de la voiture semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû l'être lorsque je posais le pied sur le pavé immaculé. Mes chaussures, bien que cirées, semblaient soudainement usées alors qu'elles cliquetaient sur la pierre le long du chemin incurvé menant à une entrée qui aurait pu appartenir à un petit hôtel. Des haies parfaitement taillées bordaient l'allée, et des lumières à détecteur de mouvement illuminaient mon approche avec une précision théâtrale. Avant même que je puisse atteindre la sonnette en laiton, la porte massive en chêne s'ouvrit. Une femme d'âge mûr, hispanique, aux yeux bienveillants et aux cheveux grisonnants, se tenait sur le seuil, vêtue d'une robe noire impeccable qui criait « gouvernante professionnelle ». Son sourire semblait sincère, mais quelque chose vacilla derrière ses yeux. Une inquiétude, un avertissement. L'expression disparut si vite que je me demandais si je l'avais imaginée. « Madame Dubois », dit-elle chaleureusement, s'écartant pour me faire entrer dans un hall qui faisait paraître mon salon tout entier comme un placard. « Je suis Maria. Monsieur Rémy et Madame Emma sont si heureux que vous soyez là. » L'intérieur me coupa le souffle. Des sols en marbre s'étendaient vers un escalier en colimaçon digne d'un film sur les riches. Des lustres en cristal jetaient une lumière chaude sur des peintures à l'huile qui semblaient originales et chères. Des fleurs fraîches, de vraies fleurs, pas les arrangements artificiels que je privilégiais, remplissaient l'air d'un parfum subtil. « Maman !» La voix de Rémy résonna depuis les profondeurs de la maison, ses pas faisant écho alors qu'il s'approchait. Il apparut dans le hall, ressemblant à un mannequin de magazine. Costume cher, coupe de cheveux parfaite, des dents qui n'étaient certainement pas aussi blanches lors de sa remise de diplôme. Quand il m'atteignit, son étreinte parut désespérée, durant un battement de trop. « Tu es magnifique », dit-il en reculant pour m'étudier avec des yeux qui semblaient à la fois reconnaissants et anxieux. « Vraiment magnifique. » Emma se matérialisa à côté de lui, telle une apparition gracieuse dans une robe en soie qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Son maquillage était impeccable. Ses bijoux, subtils mais clairement chers. Son sourire si parfait qu'il semblait répéter. « Hélène. » Elle s'avança pour m'embrasser sur la joue, m'enveloppant d'un parfum coûteux. « Vous êtes merveilleuse. Nous sommes si heureux que vous soyez là. » Je parvins à sourire, toujours submergé par l'opulence qui m'entourait. « Cet endroit est incroyable. Comment avez-vous » L'immobilier, m'interrompit rapidement Rémy, son rire un peu trop éclatant. On a saisi le marché au bon moment. Surtout de la chance. Quelque chose dans son ton me fit hésiter, mais Emma prenait déjà mon bras avec une grâce exercée. « Venez, installons-nous. Maria, pourriez-vous prendre le manteau de madame ?» Je tendis ma veste, ma meilleure, bien qu'elle me parût soudainement défraîchie dans cet environnement. Maria l'accepta avec un autre de ses sourires bienveillants mais troublés, disparaissant vers ce que je supposais être un vestiaire assez grand pour loger une petite famille. « J'ai apporté ça », dis-je en offrant la bouteille de whisky que j'avais si soigneusement choisie. « J'ai pensé qu'on pourrait partager un verre. » Le visage de Rémy s'illumina tandis qu'il examinait l'étiquette. « Maman, c'est fantastique. Tu n'aurais pas dû, mais je suis content que tu l'aies fait. » Il me tapa sur l'épaule avec un enthousiasme qui semblait légèrement forcé. « Emma a cuisiné tout l'après-midi. Elle s'est souvenue à quel point tu aimes le bœuf bourguignon. » Comment Emma se souvenait-elle de mes préférences culinaires ? Nous avions partagé peut-être 3 repas ensemble en 5 ans, et je ne me souvenais pas que le bœuf bourguignon ait été un sujet de conversation. Mais son sourire était si chaleureux, si accueillant que je repoussai cette pensée. « Vous êtes trop gentille », lui dis-je, le pensant, malgré ma confusion. « La famille prend soin de la famille », répondit-elle doucement, passant son bras sous le mien. « C'est ce qui compte le plus. » Rémy nous conduisit vers ce que je supposais être la salle à manger, sa démarche assurée, mais avec quelque chose de tendu autour des yeux. Maria avait disparu quelque part dans les profondeurs de la maison, nous laissant dans ce tableau parfait de réunion de famille. Alors que nous traversions des pièces dignes de magazines de décoration, j'essayais de concilier cette richesse évidente avec le fils qui m'avait demandé de l'argent 1 an auparavant. La salle à manger s'ouvrit devant nous comme une scène de drame d'époque. Une table en acajou dressée pour 4 avec une porcelaine qui captait la lumière d'un lustre suspendu. L'argenterie brillait sur le lin blanc,
et l'odeur du bœuf bourguignon qui cuisait flottait depuis des portes battantes. Celle-ci menait probablement à une cuisine plus grande que mon appartement. C'est magnifique, soufflai-je, sincèrement impressionné. Emma rayonna devant le compliment. Nous voulons que ce soir soit spécial. Nous voulons recommencer à zéro, Hélène. Nous tous. Alors que Rémi tirait ma chaise avec l'aisance de quelqu'un habitué au dîner formel, je me surpris à espérer que David puisse voir ce moment. Son garçon avait réussi, avait trouvé un succès au-delà de leurs modestes rêves. Peut-être serait-il fier de ce qu'il était devenu. Peut-être qu'il approuverait cette chance de réconciliation que j'étais sur le point de saisir. La salle à manger nous accueillit comme une scène d'un magazine de style de vie. Des verres en cristal captaient la lumière chaude du lustre, projetant de minuscules arcs-en-ciel sur le linge blanc amidonné. L'argenterie brillait sur une porcelaine de Limoges qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Chaque couvert ressemblait à une œuvre d'art. Plusieurs fourchettes disposées avec une précision militaire. Des serviettes en tissu pliées en pic parfait. C'est incroyable, soufflai-je, passant mes doigts sur le bord poli de la table en acajou. Rémi rayonna en tirant ma chaise en bout de table. Rien que le meilleur pour les réunions de famille, n'est-ce pas, maman? Emma s'installa gracieusement à ma gauche, tandis que Rémi prenait la place à ma droite. L'arrangement semblait délibéré, tous deux positionnés de manière à pouvoir observer chacune de mes réactions, guider chaque conversation. Maria apparut silencieusement de ce que je supposais être la cuisine, portant des amuse-bouches délicats disposés comme de minuscules sculptures. « Commençons par ton whisky », annonça Rémi, ouvrant déjà la bouteille que j'avais apportée. Le liquide ambré capta la lumière alors qu'il versait de généreuses portions dans de lourds verres en cristal. Cela mérite un vrai toast. Il me tendit un verre rempli plus haut que je ne l'aurais fait pour moi-même. La chaleur du whisky se répandit dans ma poitrine tandis qu'Emma levait son verre de vin avec une grâce théâtrale. À la famille, dit-elle, son sourire radieux, au pardon et au nouveau départ. À David, ajouta Rémi, sa voix s'étranglant légèrement. Il aurait voulu nous voir réunis comme ça. Le whisky brûla doucement alors que nous buvions. David disait toujours que l'alcool déliait les langues et les cœurs à parts égales. Ce soir, entouré d'une prospérité aussi évidente, je me demandais ce qu'il penserait de cet étalage opulent. Parlez-nous des restaurants, dit Emma en se penchant en avant avec un intérêt qui semblait sincère. Rémi dit que vous avez bâti un empire à partir de rien. Empire est un mot trop grand. Je pris une autre gorgée, me sentant anormalement détendu. Juste du travail acharné et la foi en les gens. David disait toujours, traite tes employés comme ta famille et tes clients comme des amis. Ne sois pas modeste, maman. Rémi remplit mon verre avant que je ne m'aperçoive qu'il était vide. Cet établissement maintenant. C'est impressionnant, peu importe les critères. Il avait suivi, même pendant notre silence. Quelque chose de chaud se dilata dans ma poitrine. Peut-être qu'il s'était soucié plus que je ne l'avais réalisé. Maria servit la soupe avec une efficacité exercée, bien que je remarquai que ses mains tremblaient légèrement en plaçant le bol devant moi. Un riche velouté de homard dans de la porcelaine délicate. Un autre rappel de la distance que nous avions parcourue depuis ma modeste cuisine parisienne. Pensez-vous parfois à la retraite, demanda Emma nonchalamment, coupant son pain avec une précision chirurgicale. À ralentir un peu? Les restaurants me tiennent occupée. C'est ce que David et moi avons construit ensemble. Je me surpris à boire plus librement que d'habitude. La combinaison de la bonne compagnie et de l'alcool fin desserrait des inhibitions que j'avais maintenues pendant des mois. Chaque établissement porte son empreinte. Rémi et Emma échangèrent un regard. Je fis semblant de ne pas le remarquer. Ils semblaient communiquer sans mots, comme le font les couples après des années passées ensemble. La main d'Emma trouva brièvement la mienne, ses doigts frais contre ma peau. « Mais tu ne peux pas travailler éternellement », insista doucement Rémi. « As-tu pensé à la planification de la succession, aux arrangements juridiques pour l'avenir ?» La question semblait étrangement spécifique, mais l'alcool rendait tout inoffensif. « Un jour à la fois, mon fils. Un jour à la fois. » Maria apparut avec le plat principal, un bœuf bourguignon qui sentait exactement comme la recette de David. Comment Emma avait-elle su?
Nous avions partagé si peu de repas ensemble au fil des ans. C'est parfait, lui dis-je sincèrement. Exactement comme mon mari le faisait. Le sourire d'Emma semblait peint sur son visage. Je voulais que ce soir soit spécial, pour te rappeler que la famille prend soin de la famille. Pendant que nous mangions, Rémi me régala d'histoires sur ses entreprises immobilières, bien que ses explications restassent frustramment vagues. Emma posa des questions pointues sur le fonctionnement des restaurants, les marges bénéficiaires, la valeur des biens immobiliers. Leur curiosité semblait intense, presque professionnelle. La pièce devint plus chaude à mesure que la soirée avançait. Ma tête me semblait plus légère qu'elle n'aurait dû l'être après seulement 2 verres de whisky. La nourriture riche, la bonne compagnie et le soulagement de la réconciliation, me dis-je. Rien de plus que ça. Rémi vérifia sa montre quand il pensait que je ne le regardais pas. Emma surveillait ma consommation comme un barman suivant un client régulier. Maria se déplaçait entre la cuisine et la salle à manger avec une efficacité nerveuse, laissant tomber une fourchette qui cliqueta sur le sol en marbre. Quelque chose me taraudait à la lisière de ma conscience, mais le whisky rendait la réflexion difficile. Tout semblait légèrement surréaliste, comme si je me regardais de l'extérieur de mon propre corps. Quand étais-je devenue si sensible à l'alcool ? Je parlais de l'ouverture du restaurant des Batignolles le mois dernier. David aurait été si fier de la façon dont le quartier nous avait accueillis. Mon téléphone vibra contre ma paume juste au moment où je commençais à le sortir de ma poche. La vibration me surprit en pleine phrase. Désolé, marmonnai-je, jetant un regard d'excuse à Rémi et Emma. C'est probablement juste le directeur de nuit avec une question de routine. Mais le numéro sur mon écran n'appartenait à personne que je connaissais. Un indicatif local, mais des chiffres complètement étrangers. Je fronçai les sourcils, le pouce planant au-dessus de la notification. Les urgences du restaurant provenaient de numéros familiers. Miguel de l'établissement du Marais, Sarah de celui de Montmartre, Antoine de notre nouvelle entreprise aux Batignolles. Le téléphone vibra à nouveau, de manière plus insistante cette fois. Tout va bien, demanda Rémi, se penchant en avant avec ce qui semblait être une préoccupation excessive. Juste un numéro inconnu. Je protégeai partiellement l'écran avec ma serviette, poussé par un instinct que je ne pouvais expliquer. Le message texte apparut en lettres capitales austères. Levez-vous et partez maintenant. Ne dites rien à votre fils. Mon sang se glaça. L'élégante salle à manger me parut soudainement basculer, bien que je ne puisse dire si c'était le choc ou le whisky qui me faisait tourner la tête. Je relus le message, certaine d'avoir mal compris. Les mêmes mots, le même ordre urgent. Maman. La voix d'Emma semblait venir de loin. Tu as l'air pâle. Tu te sens bien ? Je forçai mes traits à prendre ce que j'espérais être une expression normale, glissant le téléphone dans ma poche avec des mains qui tremblaient plus qu'elles n'auraient dû. Bien, juste la nourriture riche qui me pèse plus que prévu. Mais je n'allais pas bien. Quelqu'un d'inconnu avait mon numéro privé, savait où j'étais, et se sentait obligé de me mettre en garde contre quoi ? Contre Rémi ? Contre cette soirée parfaite qui ressemblait soudain à une production scénique élaborée. Le verre de whisky dans ma main capta la lumière du lustre, le liquide ambré tourbillonnant alors que mes doigts tremblaient imperceptiblement. Quand étais-je devenu si étourdi ? 2 verres ne devraient pas m'affecter aussi fortement. Pas avec un repas complet. Peut-être un peu d'eau, suggéra doucement Emma, faisant déjà signe. Maria. Rémi étudia mon visage avec une attention aiguë. Tu es sûre que ça va ? Tu es devenue toute blanche pendant une seconde. J'en suis sûre. Le mensonge vint plus facilement qu'il n'aurait dû. J'ai juste besoin de excusez-moi un instant. La salle de bain ? Bien sûr. Rémi montra le couloir. 2e porte à gauche. On t'attend. Maria apporte le dessert. Je me levai prudemment, testant mon équilibre. La pièce tangua légèrement, mais je parvins à marcher normalement vers le couloir. Derrière moi, les voix de Rémi et Emma continuaient sur des tons bas et inquiets. Le couloir s'étendait devant moi, bordé d'œuvres d'art coûteuses et d'un éclairage subtil. La 2e porte à gauche menait à ce que je supposais être des toilettes. Mais au lieu de tourner à gauche,
quelque chose me poussa à continuer tout droit vers ce qui ressemblait à une entrée de cuisine. Le message anonyme brûlait dans ma mémoire. Celui qui l'avait envoyé savait quelque chose que j'ignorais. Quelqu'un sentait que j'étais en danger suffisant pour risquer de s'exposer en prévenant une parfaite inconnue. Maria se tenait devant un immense évier, lavant des verres en cristal avec une précision méthodique. Elle me tournait le dos, mais elle ne reconnut pas ma présence, même si mes pas devaient être audibles sur le sol en marbre. Elle continua son travail comme si j'étais invisible. La porte arrière de la cuisine se trouvait juste derrière elle, menant à ce qui ressemblait à un jardin. La liberté, l'air frais, l'espace pour penser clairement, loin des yeux vigilants de Rémi et Emma. Je passais tranquillement devant Maria, m'attendant à ce qu'elle se retourne, qu'elle questionne ma présence, qu'elle alerte mes hôtes. Elle ne leva jamais les yeux de son lavage, bien que ses épaules se tendissent légèrement à mon passage. La porte s'ouvrit silencieusement sur une pelouse manucurée qui aurait pu appartenir à un country club. Des détecteurs de mouvement illuminèrent mon chemin à travers l'herbe parfaitement tondue vers un portail dans la clôture arrière de la propriété. Mon téléphone semblait lourd dans ma poche, portant son avertissement mystérieux comme une bombe à retardement. Les lampadaires au-delà de la clôture promettaient l'anonymat, la distance de quelques dangers qui avaient provoqué ce message urgent. Je marchais plus vite, mes chaussures de ville glissant légèrement sur l'herbe humide, ne me souciant plus des taches ou des apparences. Le portail s'ouvrit sur une rue résidentielle calme bordée d'hôtels particuliers qui abritaient probablement des millionnaires et leurs secrets. Je sortis mon téléphone avec des doigts tremblants, ouvris mon application de VTC et demandai une course à un pâté de maison de l'adresse de Rémi. 5 minutes d'attente. 5 minutes pour décider si j'étais paranoïaque ou si je me protégeais de quelque chose de réel. Le téléphone dans ma main ressemblait à une preuve de complot ou de paranoïa. Je ne pouvais pas dire lequel, mais ce message, ces lettres capitales urgentes, avaient déclenché chaque instinct de survie que la sagesse pratique de David m'avait jamais enseigné. Quand quelqu'un t'avertit d'un danger, disait-il toujours, écoute d'abord et pose des questions plus tard. Les phares du VTC apparurent au bout de la rue, perçant l'obscurité de la banlieue comme une bouée de sauvetage. Je montai sur la banquette arrière, donnai au chauffeur mon adresse à Paris et composai immédiatement le numéro qui avait brisé ma soirée. Il sonna 2 fois avant qu'une voix ne réponde. Prudente, anonyme, délibérément neutre. J'espérais que vous appelleriez ce numéro. Qui est-ce ? Ma voix sortit plus rauque que prévu. Pourquoi m'avez-vous prévenu ? Je ne peux pas me révéler, mais vous étiez en danger immédiat ce soir. C'est impossible. Je dînais avec mon fils. Une pause qui s'étira trop longtemps. Puis, votre fils doit 2,3 millions d'euros à des gens qui brisent des os lorsque le paiement est en retard. Le chauffeur de VTC jeta un coup d'œil dans son rétroviseur alors que nous nous insérions dans la circulation, se demandant probablement pourquoi sa passagère était devenue complètement silencieuse au milieu d'une conversation. Je serrai plus fort le téléphone, les mots de la voix anonyme résonnant dans ma tête comme des coups de marteau. C'est impossible, répétai-je, bien que ma voix manquât de conviction. Rémi possède des biens immobiliers. Il vit dans un hôtel particulier. Il a emprunté sur tout ce qu'il possédait pour financer des dettes de jeu. Des cercles de jeux clandestins, du poker à aux enjeux, des paris sportifs avec le milieu corse. La voix resta calme, méthodique. 2 semaines pour payer ou faire face à de graves conséquences physiques. Ma main libre trouva instinctivement la poignée de la portière, comme si je pouvais échapper à cette information en fuyant la voiture en mouvement. Par la fenêtre, les quartiers chers de Neuilly défilaient. Des pelouses parfaites cachant des secrets imparfaits. Même si c'était vrai, dis-je lentement, qu'est-ce que cela a à voir avec le fait de m'avertir de ne pas dîner ? Le whisky que vous avez apporté contenait du zétrolum. Il multiplie les effets de l'alcool par un facteur de 5, vous rendant extrêmement susceptible à la suggestion. Les mots frappèrent comme un coup physique. Le vertige inhabituel, la façon dont 2 verres m'avaient affecté comme 6, ma volonté croissante de discuter de détails commerciaux que je garderais normalement privés. Je m'arrêtai, me souvenant de l'insistance empressée de Rémi à ouvrir mon cadeau immédiatement, de la surveillance attentive d'Emma sur ma consommation, de leur remplissage coordonné de mon verre avant que je ne l'aie remarqué. Des documents juridiques étaient préparés à l'avance, continua la voix sans relâche.
Transfert complet de vos propriétés de restaurant et de vos actifs commerciaux. Une procuration accordant à votre fille le plein contrôle. Le seul élément manquant était votre signature. Le chauffeur de VTC gardait les yeux sur la route, ignorant professionnellement la détresse évidente de sa passagère. Je regardais les rues de banlieue qui semblaient soudain sinistres, chaque fenêtre bien éclairée dissimulant potentiellement des trahisons similaires. Comment savez-vous tout cela ? Cela n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que vous vous soyez échappé avant de signer quoi que ce soit. Le zétrolome combiné à l'alcool peut provoquer des trous de mémoire, ce qui facilite l'affirmation que vous avez volontairement tout transféré. Je pensais à l'énergie nerveuse de Rémi, à la chaleur répétée d'Emma, à leurs questions pointues sur la planification de la succession et la retraite. La soirée se rejoint dans ma mémoire avec un contexte nouveau et horrifiant. Chaque toast, chaque verre rempli, chaque contact stratégique conçu pour abaisser ma garde. Mon fils ne ferait pas ça, mais la protestation mourut dans ma gorge. Le garçon qui m'avait autrefois demandé de lui lire des histoires au coucher était devenu un homme assez désespéré pour droguer son propre père. Le milieu lui a donné 2 semaines. Cette échéance est dans 11 jours. Pourquoi m'aidez-vous ? Demandai-je finalement. Parce que ce qu'il prévoyait était mal. Parce que vous méritez de connaître la vérité sur les gens en qui vous avez confiance. L'interlocuteur anonyme connaissait des détails qu'aucun étranger ne devrait posséder. Montant de la dette, nom de drogue, détails de documents illégaux. Quelqu'un ayant un accès intime au complot de Rémi et Emma. Qui êtes-vous vraiment ? Quelqu'un qui voit plus que les gens ne le réalisent. Quelqu'un qui ne pouvait pas rester les bras croisés et regarder une femme innocente être détruite par la cupidité familiale. Maria ? La prise de conscience me frappa comme un éclair. Son efficacité nerveuse pendant le dîner. La façon dont elle avait évité le contact visuel. Sa non-réaction délibérée lorsque j'avais traversé la cuisine. Elle connaissait le plan et avait choisi sa conscience plutôt que la sécurité de son emploi. Merci, dis-je doucement. Ne me remerciez pas encore. Ils vont bientôt se rendre compte que vous êtes parti. Rémi est assez désespéré pour réessayer, peut-être avec des méthodes plus dangereuses. Le VTC continuait sa route vers Paris, chaque kilomètre augmentant la distance entre moi et le fils que je croyais connaître. Mon téléphone affichait 3 appels manqués du numéro de Rémi, qui se demandait probablement ce qui me prenait tant de temps dans la salle de bain. Que devais-je faire ? Me protéger. Changer les serrures. Informer mes avocats. Déplacer les actifs financiers sur des comptes auxquels Rémi ne pouvait pas accéder. Il connaissait mon entreprise sur le bout des doigts. Chaque vulnérabilité, chaque routine. Le chauffeur me regarda dans le rétroviseur. Nous sommes à peu près à mi-chemin de Paris, madame. Est-ce que tout va bien à l'arrière ? Je hochai la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Au téléphone, j'entendais la respiration régulière de Maria, attendant ma prochaine question. Témoignerez-vous si cela va au tribunal ? Je ne peux pas, mais la vérité a une façon de faire surface quand les gens creusent assez profondément. 3 autres appels manqués apparurent sur mon écran. La panique de Rémi devait grandir à mesure que les minutes passées aux toilettes se transformaient en une absence évidente. Bientôt, il réaliserait que j'avais fui délibérément, et le désespoir le rendrait dangereux. Soyez très prudente, m'avertit la voix. Les gens désespérés font des choix désespérés. Votre fils a 11 jours pour trouver 2,3 millions d'euros ou faire face à des conséquences pires que la faillite. L'appel se termina, me laissant seul avec le jazz doux du chauffeur de VTC et le poids de la destruction totale de ma famille. En une soirée, j'avais retrouvé un fils et l'avais perdu à nouveau. J'avais appris le prix de la confiance et le coût de la naïveté. Mon téléphone vibra avec un SMS de Rémi. Maman, où es-tu ? On est mort d'inquiétude. Je fixai le message, puis le supprimai sans répondre. L'homme qui avait envoyé ces mots avait prévu de me droguer jusqu'à l'inconscience et de voler tout ce que David et moi avions construit ensemble. Le chauffeur de VTC se racla doucement la gorge. Madame, nous approchons du pont de Sèvres. Toujours pour l'adresse d'origine ? Je regardais les lumières de la ville se refléter sur l'eau sombre, puis de nouveau mon téléphone qui affichait encore l'itinéraire vers Neuilly,
toujours disponible dans mon GPS. La sécurité m'attendait à Paris, dans le confort de mon fauteuil usé où le souvenir de David vivait dans chaque fibre. Mais la sécurité me semblait être de la lâcheté maintenant, sachant de quoi Rémi était capable de faire aux autres. Si le désespoir frappait à nouveau. Je sortis la photo du mariage de David de mon portefeuille, les bords adoucis par des années de manipulation, son sourire aussi radieux que le jour où nous nous étions promis de construire quelque chose de significatif ensemble. Il n'aurait jamais reculé devant des conversations difficiles, n'aurait jamais choisi le confort plutôt que de faire ce qui était juste. Il n'aurait pas fui, murmurai-je à son image. Le chauffeur me surprit dans le rétroviseur. Tout va bien à l'arrière, madame ? En fait, non. Je me redressai sur mon siège, une décision se cristallisant comme de l'acier dans ma poitrine. Je dois passer un appel téléphonique. Ensuite, nous changeons de destination. Mes doigts tremblaient en composant le 17. 2 sonneries, puis une voix professionnelle. Police, secours, j'écoute. Ma famille essaie de m'empoisonner pour de l'argent. Les mots semblaient surréalistes prononcés à voix haute, comme des répliques d'un drame télévisé. J'ai des preuves et ils sont toujours sur les lieux avec des documents juridiques préparés. Madame, êtes-vous en danger immédiat ? Pas pour le moment, mais j'ai besoin d'agents au 247 boulevard d'Argenson, à Neuilly-sur-Seine. J'y retourne pour rassembler des preuves. Les questions du répartiteur vinrent en rafale. Nature de l'empoisonnement, nombre de suspects, présence d'armes. Je répondis méthodiquement, ma formation commerciale prenant le dessus. Des faits clairs, des détails spécifiques, des informations exploitables. Des agents sont en route. Arrivée estimée dans 20 minutes. Madame, je vous conseille vivement de ne pas retourner à cet endroit avant leur arrivée. Je comprenais le risque. La photo de David me regardait, ses yeux arborant cette expression qu'il avait quand j'avais besoin d'être plus courageuse que je ne le sentais. Mais si je n'y retourne pas, ils détruiront les preuves et essaieront à nouveau avec quelqu'un d'autre. Après avoir déconnecté, je me penchai vers le chauffeur. Changement de plan. Nous retournons à Neuilly. Madame, vous semblez vraiment bouleversée. Peut-être devriez-vous y réfléchir. Ce n'est pas une décision impulsive. Je croisai son regard dans le miroir. Parfois, il faut choisir entre être en sécurité et faire ce qui est juste. Le trajet de retour sembla différent de notre premier voyage. Les lampadaires illuminaient la détermination plutôt que la confusion, un but plutôt que la blessure. Chaque kilomètre me rapprochait de la confrontation avec le fils que j'avais élevé, la famille en qui j'avais eu confiance, l'avenir que je devrais reconstruire à partir de zéro. La voix de David semblait murmurer depuis la photographie, la famille, c'est dire la vérité, même quand ça fait mal. 20 minutes plus tard, nous tournâmes sur le boulevard d'Argenson. Des voitures de police approchaient de la direction opposée. Feux éteints, mais indubitablement officiels. Mon cœur martela mes côtes alors que je réalisais que cela se produisait vraiment. J'étais sur le point de détruire ma famille pour me sauver et peut-être sauver d'autres personnes. Attendez au coin de la rue, dis-je au chauffeur. Cela pourrait prendre un certain temps. Remonter l'allée incurvée, c'était comme approcher d'une exécution. L'extérieur parfait de l'hôtel particulier dissimulait un mal si calculé, une trahison si désespérée. Ma main trembla en atteignant la sonnette. Il était temps d'affronter mon fils. Les carillons de la sonnette résonnèrent dans la maison comme un glas. Des pas s'approchèrent rapidement, trop rapidement pour une préoccupation décontractée. Rémi ouvrit brusquement la porte, le soulagement et la suspicion se disputant sur ses traits. « Maman, où étais-tu passée ?» Son sourire semblait peint. On commençait à être mort d'inquiétude. « Désolé, mon fils. » Je forçai ma voix à prendre des tons d'excuses. J'avais besoin de prendre l'air. Je me sentais étourdi après toute cette nourriture riche. Étourdi. Ses yeux s'aiguisèrent. Tu es parti pendant près d'une demi-heure. Emma pensait qu'il t'était arrivé quelque chose de terrible. Je n'ai pas vu le temps passer. Vous avez un beau quartier. J'ai marché plus loin que prévu. Emma apparut derrière Rémi, sa robe de créateur froissée par une marche nerveuse.
Son masque d'hôtesse parfaite glissa un instant, révélant une panique brute en dessous. Hélène, vous nous avez fait une de ces peurs. Elle prit mon bras avec des doigts qui tremblaient légèrement. Vous vous sentez mieux maintenant? Beaucoup mieux, merci. Je la laissai me guider à l'intérieur, notant comment sa poigne s'attardait trop longtemps, trop serrée. J'avais juste besoin de me vider la tête. Le hall d'entrée semblait plus petit maintenant, oppressant plutôt qu'impressionnant. Chaque détail coûteux me rappelait l'argent sale qui avait acheté cette illusion de succès. Peut-être que vous avez bu un peu trop de vin au dîner. Le rire d'Emma sonnait cassant. Laissons-nous vous servir de l'eau. Et en fait, je pense que j'aimerais me rasseoir. Je me dirigeai délibérément vers la salle à manger. Si cela ne vous dérange pas. Rémi et Emma échangèrent un regard chargé de sens que j'étais censé manquer. Leurs réponses coordonnées semblaient répétées, comme des acteurs qui avaient oublié leur réplique. Bien sûr, maman. Tout ce dont tu as besoin. La salle à manger avait été hâtivement réorganisée pendant mon absence. Des papiers qui auraient pu être éparpillés sur la table n'étaient nulle part en vue. Maria se déplaçait efficacement entre la cuisine et la salle à manger, son énergie nerveuse plus prononcée qu'auparavant. Je me réinstallai dans ma chaise en bout de table, notant comment Rémi et Emma m'entouraient exactement comme avant. Les verres en cristal avaient été débarrassés, les assiettes du dîner empilées, mais l'atmosphère crépitait d'une tension tacite. « J'espère que cela ne vous dérange pas », dit Emma avec précaution. Mais nous avons un peu rangé. Nous ne voulions pas laisser trop de travail à Maria. Très prévenant, souris-je platement, me demandant quelles preuves ils avaient cachées pendant mon absence. Rémi tambourinait ses doigts contre la table en acajou, une habitude nerveuse de l'enfance qui trahissait maintenant son anxiété. Alors, maman, tu te sens complètement rétablie? Plus de vertige ni de confusion? La question portait des sous-entendus que je fis semblant de ne pas entendre. Clair comme de l'eau de roche, mon fils. Cet air frais a fait des merveilles. Emma se pencha en avant avec une préoccupation calculée. Vous savez, les repas riches peuvent affecter les gens différemment à mesure que nous vieillissons. Peut-être que la prochaine fois, nous devrions prévoir quelque chose de plus léger. La prochaine fois. Comme s'il y en aurait une après ce soir. J'ai toujours eu une constitution solide, répondis-je d'un ton égal. Il en faut plus qu'un bon repas et du bon vin pour me ralentir. Maria apparut avec des verres d'eau fraîche, ses mouvements vifs et efficaces. Lorsqu'elle plaça le mien devant moi, ses doigts effleurèrent le bord de la table dans ce qui aurait pu être un tremblement accidentel. Rémi vérifia sa montre, un geste si subtil que je le manquais presque. Quelle que soit la chronologie contre laquelle il travaillait, elle se raccourcissait. Eh bien, dit-il avec une fausse gaieté, puisque tu te sens mieux, peut-être que nous pourrions continuer notre soirée. Je sais qu'Emma avait hâte de poursuivre la conversation. Absolument. Le sourire d'Emma aurait pu alimenter le lustre. Nous avons tant de choses à rattraper. Mais quelque chose avait changé pendant mon absence. Leur désespoir transparaissait à travers les fissures de leur performance, et je sentais la soirée monter vers un crescendo. Rémi se leva soudainement et se dirigea vers le bar. Maman, portons un dernier toast avant la fin de la soirée. Les mains de Rémi tremblaient presque imperceptiblement alors qu'il mesurait le whisky dans des verres en cristal frais. Je le regardais faire, notant comment il s'attardait sur mon verre, ajoutant un liquide supplémentaire qui captait la lumière différemment des spiritueux ambrés. Vous savez, commençai-je nonchalamment. Je veux vous raconter le jour de ta naissance, Rémi. Ses épaules se tendirent légèrement. Maman, c'est gentil, mais peut-être devrions-nous d'abord trinquer. Ce whisky est trop bon pour le laisser se réchauffer. C'est important, mon fils. Je m'installai dans ma chaise, les mains paisiblement croisées. Ta mère a été en travail pendant 14 heures. Le jour le plus long de ma vie. Emma se pencha en avant avec un enthousiasme forcé. Hélène, le whisky va perdre sa saveur si nous attendons trop longtemps. Ne pouvons-nous pas boire et écouter en même temps? Patience, ma chère. Certaines histoires ne peuvent pas être précipitées. Je regardai Rémi porter les verres vers notre table, notant le léger sédiment qui tourbillonnait dans le mien lorsqu'il captait la lumière du lustre. Où en étais-je? Ah oui,
David était convaincu que quelque chose n'allait pas parce que le travail durait si longtemps. Rémi posa mon verre avec précaution, s'assurant que je pouvais voir la portion généreuse qu'il avait versée. Son propre verre contenait beaucoup moins, limpide, sans aucune particule inhabituelle. Le médecin n'arrêtait pas de nous assurer que tout était normal, continuai-je, levant mon verre comme pour examiner la couleur du whisky. Mais ton père avait un instinct pour ces choses-là. Il savait toujours quand quelque chose n'allait pas tout à fait. Fascinant, interrompit Emma, son sourire devenant tendu. Mais ce toast doit sûrement se réchauffer. Les histoires de famille sont tellement meilleures avec un bon whisky. Je fis tourner doucement mon verre, regardant les particules étrangères danser dans le liquide ambré. Zétrolome, selon mon informatrice anonyme. Assez pour me rendre docile, suggestible, vulnérable à signer l'abandon de tout ce que David et moi avions construit. Tu as absolument raison sur le fait de savourer un bon whisky, acquiesçai-je, approchant le verre de mes lèvres sans boire. David disait toujours que la patience rend tout meilleur au goût. L'œil de Rémi tressaillit. Maman, ça fait 10 minutes que tu parles. Le whisky se réchauffe vraiment. Le temps passe vite quand on partage des souvenirs. Je fis un geste expansif avec mon verre, utilisant le mouvement pour éviter de boire réellement. Ai-je mentionné à quel point tu étais petit? À peine 3 kilos, mais tu avais la poigne la plus forte que j'ai jamais sentie. Emma se leva brusquement et se plaça derrière ma chaise, ses mains se posant sur mes épaules avec une intimité calculée. Hélène, vous êtes une conteuse si merveilleuse. Pourquoi ne trinquons-nous pas à la naissance de Rémi? Ensuite, vous pourrez continuer. Ses doigts pressèrent mes épaules avec une insistance croissante. Je pouvais sentir son désespoir à travers son contact. Le plan s'effondrait, et il le savait. Ton père a dit que tu serais têtu dès le premier jour, continuai-je, feignant de ne pas remarquer la pression d'Emma. Il avait raison, n'est-ce pas? Une fois que tu as une idée en tête, rien ne peut t'arrêter. Le sang-froid de Rémi se fissura légèrement. Maman, s'il te plaît, juste une gorgée, puis parle-nous de papa. Le problème avec l'entêtement, songeai-je, tenant toujours mon verre intact, c'est qu'il peut être une vertu ou un vice. David s'est toujours inquiété de la direction que tu choisirais. La pièce tomba dans le silence, à l'exception du doux cliquetis de Maria lavant la vaisselle dans la cuisine. Rémi et Emma me fixaient avec une frustration à peine dissimulée, leur plan parfait s'effilochant à chaque minute qui passait. Je pense, dis-je lentement, que David aurait eu le cœur brisé de voir les choix que tu as faits. Le visage de Rémi devint blanc. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Avant que je puisse répondre, 3 coups secs résonnèrent à la porte d'entrée. Autoritaire, sans équivoque. Police, ouvrez la porte. Le verre de Rémi glissa de ses doigts, se brisant contre le sol en marbre alors que son visage se vidait de toute couleur. Le clic métallique des menottes traversa le silence stupéfait de la salle à manger comme le marteau d'un juge. Rémi se tenait figé, le visage de la couleur d'un vieux parchemin, tandis que l'officier supérieur s'avançait avec une autorité exercée. Rémi Dubois, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'empoisonnement, association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie, et abus de faiblesse. La voix de l'officier portait le poids des années passées à gérer les trahisons familiales. Vous avez le droit de garder le silence. C'est insensé. La voix de Rémi se brisa comme celle d'un adolescent. Officier, c'est juste un malentendu. Ma mère est confuse. Maman, s'il te plaît. L'hystérie d'Emma monta comme une bouilloire atteignant son point d'ébullition. Dites-leur que c'est une terrible erreur. Je me levai lentement, le verre de whisky empoisonné encore intact dans ma main. Le sédiment tourbillonnait comme des secrets coupables dans le liquide ambré. Il n'y a pas d'erreur. Ce verre contient du zétrolome. Mon fils l'a ajouté pour me faire signer des documents de transfert d'entreprise. Le jeune officier accepta le verre avec des gants en latex, le tenant à la lumière du lustre. Les particules étrangères étaient clairement visibles, une preuve indéniable de trahison calculée. Monsieur, la tentative d'empoisonnement est passible d'une peine minimale de 8 à 12 ans, informa l'officier supérieur à Rémi alors que les menottes se refermaient. L'association de malfaiteurs et l'abus de faiblesse s'ajoutent du temps supplémentaire. Les genoux de Rémi fléchirent légèrement. 12 ans,
mais le milieu ils me tueront si je ne paie pas dans 11 jours. Le visage d'Emma se vida de sa couleur. Rémi, tais-toi. Ne dis plus rien. Mais Rémi était au-delà de la pensée stratégique. Maman, tu ne comprends pas. Ils ont menacé de me briser les jambes. Puis de me tuer. Je n'avais pas le choix. Tu avais des choix, répondis-je doucement. Tu as choisi le jeu plutôt que la famille. Tu as choisi le crime plutôt que le travail honnête. Tu as choisi d'empoisonner ta propre mère plutôt que d'affronter les conséquences. Les officiers échangèrent un regard. Ils avaient entendu des justifications désespérées auparavant, mais une tentative de matricide pour des dettes de jeu était particulièrement troublante. Emma Dubois, annonça le jeune officier, vous êtes également en état d'arrestation en tant que co-conspiratrice. Non. Les ongles parfaitement manucurés d'Emma griffèrent le bord de la table. Je n'ai rien planifié. Rémi m'a forcé à l'aider. Je suis aussi une victime. L'expression de l'officier supérieur suggérait qu'il avait entendu cette défense de nombreuses fois. Madame, les preuves montrent que vous avez fait des recherches sur les préférences de la victime et participé au plan de drogage. Alors qu'il menait Rémi et Emma vers la porte d'entrée, Rémi se retourna avec des yeux qui contenaient une dernière tentative de manipulation désespérée. Maman, comment as-tu pu faire ça à ta propre famille? Papa aurait eu le cœur brisé. Ton père valorisait l'honnêteté plus que le confort, répondis-je fermement. Il n'aurait jamais pardonné ce que tu as essayé de faire ce soir. Maria apparut de la cuisine, son masque professionnel glissant enfin pour révéler une satisfaction mêlée de tristesse. Elle avait vu la justice rendue, mais comprenait le coût humain. La maison tomba dans le silence, à l'exception du son lointain des portières de voitures qui claquaient et des moteurs qui démarraient. Les gyrophares bleus et rouges peignaient les murs coûteux aux couleurs de la conséquence alors que les véhicules de police disparaissaient dans la nuit. Debout seul dans la salle à manger où ma famille avait tenté de me détruire, je sentis la présence de David comme une main chaude sur mon épaule. Il aurait fait le même choix. Le cristal coûteux gisait brisé sur le sol en marbre, le whisky empoisonné s'étalant comme du sang versé. La preuve de la proximité à laquelle j'étais passé de perdre tout ce pourquoi j'avais travaillé. Mon téléphone vibra avec un SMS de l'officier supérieur. Le traitement au poste prendra 2-3 heures. Nous aurons besoin de votre déposition formelle. Il était temps de terminer ce que j'avais commencé. Il était temps de s'assurer que la justice soit correctement rendue. Le commissariat de Neuilly-sur-Seine bourdonnait d'activités en fin de soirée. Des arrestations pour conduite en état d'ivresse, des différends domestiques, et maintenant le cas de complot de ma famille. Rémi et Emma étaient assis dans des cellules de garde à vue séparées, leurs vêtements de marque semblant absurdes contre les murs gris institutionnels. À travers une vitre renforcée, je regardais Rémi faire les 100 pas dans sa cellule comme un animal en cage. Toutes les quelques minutes, il jetait un coup d'œil vers l'endroit où j'étais assise, faisant ma déposition, son expression passant de la fureur à la supplication désespérée. Madame Dubois, l'inspecteur Moreau posa son café avec une précision délibérée. Expliquez-moi à nouveau pour le zétrolome. Comment saviez-vous quoi chercher? Un tuyau anonyme, répondis-je honnêtement. Quelqu'un m'a appelé pour m'avertir du plan. Cette personne connaissait des détails spécifiques sur la drogue et ses effets. Une idée de qui pourrait être cette personne? Je pensais à l'efficacité nerveuse de Maria pendant le dîner, à sa position soignée pour observer sans avoir l'air de regarder. Aucune idée, mais qui que ce soit, cette personne m'a sauvé la vie. Les sanglots d'Emma résonnaient depuis la zone de détention des femmes à travers le chaos du commissariat. Son hystérie se détachait comme une sirène. C'est entièrement la faute de Rémi, sa voix portait. J'ai juste suivi parce que j'avais peur. L'inspecteur Moreau haussa un sourcil. La peur n'excuse généralement pas la complicité d'abus de faiblesse et d'escroquerie. Nous avons trouvé les documents juridiques préparés dans le bureau de Monsieur Dubois. Procuration, transfert d'entreprise, tout le paquet. Combien de temps risque-t-il? La tentative d'empoisonnement seule? 8 à 12 ans. Ajoutez l'association de malfaiteurs, l'abus de faiblesse et l'escroquerie. Rémi risque 15 à 20 ans. Emma pourrait obtenir moins si elle coopère, mais elle risque quand même une peine sérieuse.
Les chiffres semblaient surréalistes. Mon fils passerait sa quarantaine en prison parce qu'il ne pouvait pas accepter la responsabilité de sa dépendance au jeu. Le milieu qu'il a mentionné, continua l'inspecteur Moreau, nous aurons besoin de détails sur ces menaces. Cela pourrait aider à expliquer son désespoir, même si cela n'excusera pas la tentative de meurtre. À travers la vitre, je pouvais voir Rémi affalé sur le banc étroit de sa cellule, la tête dans les mains. 20 ans de ma vie à l'élever, à lui apprendre le bien du mal, à construire un héritage qu'il pourrait recevoir, tout cela détruit par son incapacité à faire face aux conséquences comme un adulte. Maman. Sa voix retentit soudain dans le commissariat alors qu'il m'apercevait à travers la vitre. S'il te plaît, je rembourserai tout. J'irai en cure de désintoxication. Je changerai. Les mêmes promesses qu'il avait faites lors de notre dernière dispute à propos de l'argent. La même manipulation qui avait fonctionné quand il était plus jeune, et que j'étais plus naïve quant à l'encouragement de son comportement destructeur. Madame Dubois, l'inspecteur Moreau observa l'explosion de mon fils. Il va continuer à essayer de vous manipuler. C'est un schéma classique dans les crimes financiers familiaux. Je sais. Son père disait toujours que j'étais trop tendre avec lui. Peut-être que si j'avais été plus forte plus tôt. Ce n'est pas votre faute, madame. Les enfants adultes font leur propre choix. Emma apparut à la fenêtre de sa cellule. Le maquillage coulait sur ses joues comme de la peinture de guerre. Hélène, s'il vous plaît, parlez-leur. Dites-leur que j'ai été contrainte. Je n'ai jamais voulu vous faire de mal. Son désespoir me semblait familier. Le même ton que Rémi avait utilisé lorsqu'il était pris dans des mensonges d'enfance. Aucun d'eux n'acceptait la responsabilité. Tous deux blâmaient des circonstances indépendantes de leur volonté. Inspecteur, je dois vous demander quelque chose d'important. Je me penchai en avant, une décision se cristallisant. La personne anonyme qui m'a prévenu, elle a tout risqué pour sauver une inconnue. Si je savais qui c'était, je voudrais l'aider. Compris. Si cette personne se présente, nous nous assurerons que sa coopération soit notée. Les néons du commissariat bourdonnaient au-dessus de nos têtes, projetant des ombres dures qui révélaient la vérité sans flatterie. La façade parfaite de ma famille s'était complètement effondrée, exposant la criminalité désespérée en dessous. 3 heures plus tard, la paperasse terminée et les dépositions formelles enregistrées, je me tenais dans le hall du commissariat. Un officier s'approcha avec des clés de voiture. « Prête à rentrer chez vous, Madame Dubois ? Nous vous ramenons à Paris. » Je sortis mon téléphone, fixant le numéro qui m'avait sauvé la vie. En fait, je dois d'abord passer un appel pour remercier quelqu'un qui mérite de savoir comment cela s'est terminé. Le téléphone sonna 2 fois avant qu'une voix familière ne réponde, non plus déguisée par la peur, mais chaleureuse d'une préoccupation sincère. Ici Maria Gonzalez. Comment allez-vous, Madame Dubois ? Maria ? Le soulagement m'inonda comme une chaude lumière du soleil. Vous étiez là tout le temps. Vous avez tout vu et avez quand même trouvé le courage de me sauver. Je ne pouvais pas les laisser vous faire du mal. Vous m'avez traité avec gentillesse alors que votre fils et sa femme me traitaient comme un meuble. Assise dans le hall du commissariat à près de minuit, je me surpris à pleurer pour la première fois depuis les funérailles de David. Pas de douleur, mais d'une gratitude immense pour le courage moral de cette femme. Maria, comment saviez-vous pour le Zétrolome, les documents, tout ça ? Il y a 3 jours, je nettoyais le bureau de Monsieur Rémi quand je les ai entendus planifier. Il parlait comme si je n'étais pas humaine, comme si je ne pouvais pas comprendre le français ou que cela n'aurait pas d'importance si je le comprenais. La cruauté désinvolte me frappa plus fort que la tentative d'empoisonnement. Mon fils était devenu quelqu'un qui rejetait la dignité humaine en fonction des titres de poste et du statut d'immigration. Ils ont tout discuté, la drogue, la quantité à utiliser, ou cacher les papiers. Madame Emma a fait des recherches sur vos plats préférés, vos routines professionnelles, tout ce qui était nécessaire pour vous manipuler. Vous avez risqué votre travail, peut-être l'expulsion, pour avertir une inconnue. Pas une inconnue, sa voix s'adoucit. Une femme bien qui me rappelait mon père, quelqu'un qui disait s'il vous plaît et merci et qui me regardait vraiment en parlant. Le policier me fit signe que ma voiture était prête, mais cette conversation importait plus que la commodité.
Maria, je dois vous demander quelque chose d'important. Avez-vous un autre emploi en vue? Non, madame. Après ce soir, je doute d'obtenir des références des Dubois. Je possède 7 restaurants à Paris. J'ai besoin d'un directeur pour mon nouvel établissement. Quelqu'un en qui je peux avoir une confiance absolue, quelqu'un avec votre caractère moral et votre jugement. Un silence s'étira au bout du fil. Quand Maria parla à nouveau, sa voix tremblait d'émotion. Madame Dubois, vous n'êtes pas obligée de. Ce n'est pas de la charité. J'ai besoin d'employés qui font ce qui est juste quand personne ne regarde. Vous avez prouvé ce soir que vous êtes exactement cette personne. Le salaire serait de 60 000 € pour commencer, avec des avantages sociaux, une participation aux bénéfices après 1 an, plus toute la formation nécessaire pour progresser dans la gestion de restaurant. Les sanglots de Maria étaient audibles au téléphone. Madame, je ne sais pas quoi dire. Dites que vous commencerez lundi matin, à 10 h, à l'établissement des Batignolles. Je serai là pour vous former personnellement. Le policier attendit patiemment que je termine les arrangements avec Maria. Échange d'adresse, confirmation de la date de début, promesse d'aide pour le visa de travail si nécessaire. Quand j'ai finalement raccroché, je me sentis plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Le trajet de retour vers Paris se passa dans un silence confortable. Les lampadaires illuminaient des quartiers familiers, où l'honnêteté comptait encore plus que la richesse, où les gens travaillaient dur sans attendre que d'autres financent leurs erreurs. Ma modeste maison m'accueillit comme une vieille amie. À l'intérieur, des photos de famille couvraient le réfrigérateur. Rémi à différents âges, Emma à leur mariage, David souriant depuis des temps meilleurs. Je retirai soigneusement la photo de Rémi, ne la détruisant pas, mais la plaçant dans un tiroir de cuisine. Certains souvenirs méritaient d'être préservés, mais pas une visibilité quotidienne. La photo du mariage d'Emma suivit. La photo de David resta sur le réfrigérateur, son sourire approuvant la justice rendue et les nouvelles amitiés gagnées grâce au courage moral. Sur mon calendrier, j'écrivis Maria, 10 h, lundi, dans l'espace réservé aux rendez-vous importants. En dessous, nouveau départ. Dehors, Paris bourdonnait d'une honnête activité nocturne, des travailleurs de nuit rentrant chez eux, des travailleurs du matin commençant leur journée, des gens qui comprenaient que l'intégrité ne pouvait pas être achetée avec de l'argent emprunté ou volé par la manipulation familiale. David aurait adoré l'histoire de Maria. Il disait toujours, les meilleurs employés sont ceux qui font les bonnes choses pour les bonnes raisons, quel qu'en soit le coût personnel. Mon téléphone vibra avec un dernier SMS de l'inspecteur Moreau. Les 2 suspects formellement inculpés. Procès prévu pour août. Votre témoignage sera crucial. J'éteignis les lumières et montai à l'étage, enfin prête à dormir paisiblement. Demain apporterait de nouveaux défis, mais ce soir, la justice avait été servie par des gens bien qui prenaient des décisions difficiles. Dans ma chambre, l'eau de Cologne de David était toujours sur la commode, un rappel que l'amour signifie protéger les gens du mal, même lorsque ce mal vient de la famille. Surtout quand il vient de la famille. Les semaines qui suivirent furent un mélange flou de procédures juridiques et de tentatives maladroites de retrouver une normalité qui semblait avoir disparu à jamais. Le silence de mon appartement parisien, autrefois un cocon de souvenirs réconfortants, était maintenant lourd d'échos de trahison. Chaque objet familier, chaque recoin de la cuisine où David et moi avions ri, chaque fauteuil où nous avions débattu de l'avenir de nos restaurants, était maintenant teinté par la connaissance de ce que mon propre fils avait été prêt à faire. Mon avocat, Maître Dubois, un homme à la mâchoire carrée dont le nom de famille était une coïncidence ironique, passait en revue les documents que la police avait saisis. Des procurations, des actes de cession, des contrats de vente pour chaque établissement, chez David. Tout était méticuleusement préparé, ne nécessitant que ma signature. En les regardant, étalés sur la table en acajou de ma salle à manger, je sentis une nausée froide me monter à la gorge. Ce n'était pas une impulsion désespérée. C'était un complot prémédité. Ils ont tout planifié, Hélène, dit Maître Dubois, sa voix douce mais ferme. La valeur des propriétés, les clauses de transfert, même les implications fiscales. Emma a une formation en finance, n'est-ce pas? Son expertise est partout sur ces documents. Je hochai la tête, incapable de parler. Emma,
la femme gracieuse qui m'avait embrassé sur la joue, qui avait complimenté ma robe, avait été l'architecte de ma ruine potentielle. Elle n'était pas une victime entraînée par Rémi, elle était son partenaire de crime, peut-être même le cerveau derrière l'opération. Le téléphone sonnait sans cesse. Des journalistes de tabloïds qui avaient eu vent de l'histoire, flairant le scandale d'une riche famille parisienne s'autodétruisant. Des amis bien intentionnés qui appelaient pour offrir leur soutien, mais leur voix était empreinte d'une curiosité morbide que je ne pouvais supporter. Je laissais le répondeur prendre les appels, le son des voix devenant un bruit de fond dans ma nouvelle vie de réclusion. La seule personne à qui je parlais était Maria. Fidèle à sa parole, elle s'était présentée à l'établissement des Batignolles le lundi matin, l'air nerveuse mais déterminée. Je l'avais accueillie non pas comme une employée, mais comme une alliée. Ensemble, nous avons plongé dans le monde de la gestion de restaurants. J'ai été étonnée par sa rapidité d'apprentissage, son sens inné de l'hospitalité et son éthique de travail irréprochable. Elle traitait le personnel avec respect, les clients avec chaleur, et les finances avec une prudence qui me rappelait David. « Vous avez un don pour ça, Maria », lui dis-je un après-midi, alors que nous passions en revue les recettes de la semaine. Elle rougit, un spectacle rare. « J'ai beaucoup regardé, Madame Dubois. Chez votre fils, j'ai vu comment ne pas traiter les gens. J'ai appris que la gentillesse n'est pas une faiblesse. » Nos conversations allaient souvent au-delà du travail. Elle me parlait de sa famille en Espagne, de ses rêves d'ouvrir un jour un petit café. Je lui parlais de David, de la joie de construire quelque chose ensemble, de la douleur de le perdre. Dans ces moments-là, elle n'était pas seulement mon bras droit, elle était mon amie, une bouée de sauvetage dans un océan de solitude. Pendant ce temps, la machine judiciaire suivait son cours. L'avocat de Rémi, un homme flamboyant connu pour défendre des causes très médiatisées, tentait de construire une défense basée sur le désespoir. Rémi était une victime, affirmait-il. Victime de sa dépendance, victime des menaces du milieu corse, victime d'une enfance où il avait toujours vécu dans l'ombre de son père brillant et de sa mère exigeante. Cette dernière accusation me blessa plus profondément que le reste. Avais-je été trop exigeante ? Avais-je poussé mon fils vers ce chemin destructeur en attendant trop de lui ? Les nuits blanches étaient remplies de doutes, de souvenirs rejoués, cherchant des indices que j'aurais manqués, des moments où j'aurais pu changer le cours des choses. David, dans sa sagesse infinie, m'avait toujours mis en garde contre le fait de blâmer les parents pour les choix des enfants adultes. Nous leur donnons des racines, Hélène, disait-il. Mais nous ne pouvons pas contrôler la direction dans laquelle leurs branches poussent. Facile à dire pour lui. Il n'était pas là pour voir notre fils dans un box des accusés. L'avocate d'Emma, une femme tout aussi redoutable, adoptait une stratégie différente. Elle la dépeignait comme une femme terrorisée, soumise à un mari manipulateur et violent. Elle prétendait qu'Emma n'avait fait que suivre les ordres, de peur pour sa propre sécurité. Un mensonge flagrant, mais qui pourrait jouer sur la sympathie du jury. Maître Dubois m'a prévenu. Le procès sera une épreuve, Hélène. Ils vont tout essayer. Ils vont fouiller dans votre passé, déformer vos paroles, vous présenter comme une mère froide et avare qui a acculé son fils au désespoir. Vous devez être prête. J'ai passé des heures avec lui, me préparant pour mon témoignage. Nous avons revu chaque détail de cette nuit-là, chaque conversation, chaque regard. J'ai dû revivre la nausée de la trahison encore et encore, jusqu'à ce que l'histoire devienne une récitation mécanique, dépouillée de son venin émotionnel. Mais chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de Rémi, son sourire forcé, ses yeux suppliants, et mon cœur se brisait à nouveau. Un soir, en rentrant tard du restaurant, je trouvai une lettre glissée sous ma porte. L'écriture était celle de Rémi, enfantine et inclinée, une écriture que je connaissais mieux que la mienne. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. « Maman. Je sais que tu ne veux probablement plus jamais me parler. Je ne te blâme pas. Chaque nuit dans cette cellule, je revois ton visage quand la police est arrivée. C'est un enfer que je mérite. Je ne demande pas ton pardon. Je sais que je ne le mérite pas. Mais je veux que tu saches que je n'ai jamais voulu te faire de mal. Pas vraiment. J'étais piégée. Ces gens, tu ne sais pas de quoi ils sont capables. Ils m'ont montré des photos de toi, de tes restaurants. Ils savaient tout.
Ils ont dit que si je ne payais pas, ils ne s'en prendraient pas seulement à moi. Ils s'en prendraient à toi. Le plan était la seule issue. Je me suis dit que c'était juste des affaires. Que je te rembourserai un jour. Je sais à quel point c'est stupide maintenant. Je sais que j'ai détruit la seule chose qui comptait vraiment, notre famille. Je suis désolée, maman. Je suis tellement désolée. Si seulement je pouvais remonter le temps. Si seulement j'avais écouté papa. Si seulement j'avais été un meilleur fils. Ton fils qui t'aime. Rémi. Je me suis assise sur le sol du couloir, la lettre froissée dans ma main, et j'ai pleuré. Des larmes non pas de colère, mais d'un chagrin profond et insondable. C'était la manipulation à son paroxysme. Une tentative de me faire sentir coupable, de me faire douter de ma décision. Il ne s'excusait pas pour ses actions, mais pour s'être fait prendre. Il ne prenait pas la responsabilité de ses dettes de jeu, mais blâmait les conséquences. Et pourtant, une petite partie de moi, la partie qui se souvenait du petit garçon qui tenait ma main, voulait y croire. La partie qui voulait désespérément que son fils ne soit pas le monstre qu'il semblait être. J'ai apporté la lettre à Maître Dubois le lendemain. Il l'a lue, son visage impassible. C'est astucieux, dit-il. Son avocat lui a probablement dit de l'écrire. Ils essaient de jeter les bases d'une défense de contrainte. Ils veulent que vous hésitiez à la barre. Et si c'était vrai, demandai-je, ma voix à peine un murmure. Et s'il a vraiment fait ça pour me protéger? Maître Dubois posa ses lunettes et me regarda droit dans les yeux. Hélène, s'il voulait vous protéger, il serait venu vous voir. Il aurait avoué ses problèmes. Il aurait demandé de l'aide. Il n'aurait pas essayé de vous droguer et de vous voler. Les actions d'un homme parlent plus fort que ses lettres écrites depuis une cellule de prison. N'oubliez jamais ça. Ces paroles étaient dures, mais nécessaires. Elles étaient l'encre de rationalité dont j'avais besoin pour ne pas me noyer dans la mer de doute et de culpabilité qu'ils essayaient de créer. Le jour du début du procès arriva plus vite que je ne l'aurais souhaité. Le palais de justice de Paris était un cirque médiatique. Des caméras, des microphones tendus vers mon visage alors que je sortais du VTC. Je gardais la tête haute, fixant le trottoir, Maître Dubois à mes côtés comme un bouclier. À l'intérieur de la salle d'audience, l'air était lourd. Je vis Rémi et Emma pour la première fois depuis cette nuit-là. Ils avaient perdu du poids. Leurs vêtements coûteux étaient remplacés par des tenues sobres et sombres, choisies pour susciter la pitié. Rémi refusa de croiser mon regard. Emma, cependant, me fixa avec une expression de pure haine, son masque de victime ayant complètement disparu. Dans ses yeux, je vis la vérité, elle ne regrettait rien, sauf d'avoir échoué. Le procureur, une femme énergique nommée Madame Vallet, commença sa déclaration liminaire. Elle brossa un tableau clair et dévastateur du complot, de la cupidité, de la trahison. Puis ce fut le tour de l'avocat de Rémi. Il se leva, charismatique et confiant, et commença à tisser son récit d'un fils aimant poussé à des mesures extrêmes pour sauver sa mère d'un danger qu'elle ne comprenait pas. J'écoutais, le cœur battant, sentant le regard de chaque personne dans la salle d'audience sur moi. Il ne me voyait pas comme une victime. Il me voyait comme le catalyseur, la mère riche dont le refus d'aider avait déclenché cette tragédie. Ce n'était que le premier jour. Et je savais déjà que survivre à ce procès serait la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Les jours se sont transformés en une routine épuisante. Chaque matin, je revêtais mon armure, une tenue sobre, un visage impassible et me rendais au tribunal pour affronter la destruction publique de ma famille. La salle d'audience était devenue un théâtre, et nous en étions les acteurs involontaires d'une tragédie sordide. Les témoignages se succédaient. Des experts financiers disséquaient les documents, expliquant la complexité et la finalité du plan. Des chimistes de la police scientifique confirmaient la présence de zétrolome dans le verre brisé, expliquant ses effets insidieux lorsqu'il est mélangé à de l'alcool. Chaque témoignage ajoutait une couche de béton à la cage qui se refermait sur Rémi et Emma. Pourtant, leurs avocats étaient des maîtres de l'illusion. Ils posaient des questions qui insinuaient le doute, qui tordaient les faits. Le contre-interrogatoire de l'expert financier par l'avocat d'Emma était particulièrement brutal.
Il suggéra que les documents n'étaient que des ébauches exploratoires, des plans de succession que toute famille fortunée envisagerait. Il laissa entendre que c'était moi, Hélène, qui avais initié ces discussions sur la transmission de l'entreprise, poussant ma belle-fille compétente à simplement préparer des options. C'était un mensonge si audacieux qu'il m'en coupa le souffle. Le moment que je redoutais le plus arriva enfin, mon propre témoignage. M'asseoir à la barre des témoins, c'était comme monter sur un échafaud. Le silence dans la salle était absolu. Je pouvais sentir le poids des regards de tout le monde, y compris celui de mon fils. Pour la première fois, il me regarda, ses yeux implorant une pitié que je ne savais plus si je pouvais donner. Madame Vallet, la procureure, me guida à travers les événements de cette nuit-là avec une douce précision. Ma voix était stable, presque détachée, comme si je racontais l'histoire de quelqu'un d'autre. J'ai décrit le dîner, la conversation, le malaise grandissant, le message texte qui m'a sauvé la vie. J'ai parlé du zétrolome, du plan de succession, de la peur glaciale qui m'avait saisi. Puis vint le contre-interrogatoire. L'avocat de Rémi, maître Chevalier, s'approcha lentement, son visage empreint d'une fausse sympathie. Madame Dubois, commença-t-il, sa voix mielleuse. Vous aimez votre fils, n'est-ce pas? Oui, répondis-je, le mot s'étranglant dans ma gorge. Et vous avez toujours voulu qu'il réussisse, qu'il soit à la hauteur de l'héritage de son défunt père, un homme que vous décrivez comme brillant. Je voulais qu'il soit heureux. Mais votre version du bonheur impliquait qu'il suive vos traces, n'est-ce pas? Qu'il reprenne l'entreprise familiale. Vous n'avez jamais vraiment approuvé ses propres ambitions dans l'immobilier. Ce n'est pas vrai. J'ai soutenu ses choix. Vraiment? Il haussa un sourcil. Alors pourquoi, lorsque votre fils, votre unique enfant, est venu vous voir il y a un an, désespéré, vous demandant un prêt pour sauver son entreprise, avez-vous refusé? Le piège se refermait. Ce n'était pas pour son entreprise. C'était pour une opportunité d'investissement risqué. Il avait déjà perdu de l'argent dans des projets similaires. Donc, vous avez jugé ses décisions commerciales. Vous l'avez traité comme un enfant, pas comme un égal. Vous, la matriarche à la tête d'un empire de plusieurs millions d'euros, avez refusé une bouée de sauvetage à votre propre fils. J'ai refusé de financer sa dépendance au jeu, répliquai-je, ma voix tremblant de colère. Un murmure parcourut la salle d'audience. Maître Chevalier sourit. Il avait obtenu ce qu'il voulait. Il m'avait fait paraître dur, sans cœur. Madame Dubois, n'est-il pas possible que, dans votre chagrin et votre solitude après la mort de votre mari, vous vous soyez accroché à l'entreprise, votre dernier lien avec lui? N'est-il pas possible que vous ayez perçu la demande d'aide de votre fils non pas comme un appel au secours, mais comme une menace pour votre contrôle? C'est absurde. N'est-il pas possible que cette nuit-là, après avoir bu plusieurs verres d'un whisky très fort, vous ayez mal interprété leurs intentions? Que la conversation sur la succession, que vous avez peut-être même initiée, vous ait soudainement effrayé? Que ce message texte anonyme, probablement une mauvaise blague ou une erreur, ait enflammé votre paranoïa? Chaque question était un coup de poignard, tordant la vérité en une caricature grotesque. Je regardais le jury. Certains d'entre eux avaient des expressions de doute. L'histoire de la mère riche et dominatrice qui avait abandonné son fils commençait à prendre racine. Le contre-interrogatoire de l'avocate d'Emma fut encore pire. Elle se concentra sur ma relation avec ma belle-fille, suggérant que j'avais toujours été jalouse de son intelligence et de son influence sur Rémi. Elle a sorti de vieilles photos de famille, les analysant pour y déceler des signes de tension, des sourires forcés. Elle a transformé ma réserve naturelle en froideur, ma prudence en hostilité. Quand je suis finalement descendue de la barre, je me sentais vidée, souillée. Ils n'avaient pas seulement attaqué ma crédibilité, ils avaient attaqué mon identité de mère, d'épouse, de femme. Le point culminant du procès fut le témoignage de Rémi. Il pleura à la barre. Il raconta une histoire déchirante de menaces, de peur, d'un amour pour sa mère si profond qu'il était prêt à commettre un acte terrible pour la protéger d'un mal plus grand. Il a admis avoir fait des erreurs, mais a insisté sur le fait que ses intentions étaient pures. C'était une performance digne d'un Oscar, et je pouvais voir qu'elle touchait certains membres du jury. Emma, en revanche,
était froide et calculatrice. Elle a joué la victime soumise, décrivant Rémi comme un tyran et elle-même comme une participante impuissante. Son histoire était pleine de contradictions, et même son propre avocat semblait avoir du mal à la rendre crédible. Le procès touchait à sa fin. Les plaidoiries finales étaient prévues pour le lendemain. Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir. J'ai fait les 100 pas dans mon appartement, la lettre de Rémi et les paroles de Maître Dubois se battant dans mon esprit. Était-il possible que je me sois trompée? Que j'ai condamné mon fils par orgueil et par peur? Le lendemain matin, juste avant de partir pour le tribunal, mon téléphone sonna. Un numéro bloqué. Normalement, j'aurais ignoré. Mais quelque chose m'a poussé à répondre. Allô? C'était une voix que je n'avais pas entendue depuis des semaines, mais que je reconnus instantanément. Maria. Elle semblait paniquée. Madame Dubois, je suis désolée de vous déranger. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir. Quelque chose que je n'ai pas dit à la police. Qu'est-ce que c'est, Maria? La nuit où vous êtes partie après que Monsieur Rémi et Madame Emma ont réalisé que vous aviez disparu, ils se sont disputés. Violemment. Je les ai entendus depuis la cuisine. Elle fit une pause, reprenant son souffle. Madame Emma était furieuse. Elle a crié sur lui, imbécile. Je t'avais dit que ta sentimentalité ruinerait tout. On aurait dû utiliser une dose plus forte et lui faire signer dès son arrivée. Mon sang se glaça. Et Monsieur Rémi il a répondu. Il a dit, je ne pouvais pas, Emma. C'est ma mère. Et elle a ri. Un rire terrible. Elle a dit, ce n'est pas ta mère. C'est un compte en banque. Et tu viens de le faire sauter. Je m'agrippai au comptoir de la cuisine pour ne pas tomber. C'était la pièce manquante du puzzle. La preuve irréfutable de l'intention et du mépris total d'Emma. Maria, pourquoi ne l'as-tu pas dit avant? J'avais peur, madame. Ils m'ont menacé cette nuit-là. Ils ont dit que si je parlais, ils s'assureraient que je sois expulsée, que je ne reverrais jamais ma famille. Mais j'ai regardé les nouvelles. J'ai vu ce qu'ils vous faisaient au procès. Je ne peux plus me taire. Ce n'est pas juste. Maria, tu es la femme la plus courageuse que je connaisse. Je pris une profonde inspiration. Est-ce que tu serais prête à dire ça au tribunal? Il y eut un non-silence. Puis, sa voix, ferme et résolue. Oui. Pour vous. Et pour mon père, qui m'a appris à toujours faire ce qui est juste. J'ai immédiatement appelé Maître Dubois. Il y eut une ruée d'activité. Des motions déposées. Des arguments passionnés avec le juge dans son bureau. Les avocats de la défense protestèrent avec véhémence, qualifiant cela de tactique de dernière minute. Mais le juge, sentant l'importance de ce nouveau témoignage, accepta de rouvrir l'instruction pour un seul témoin supplémentaire. Quand Maria est entrée dans la salle d'audience, Rémi est devenu livide. Le visage d'Emma s'est décomposé en un masque de pure panique. Maria se tenait à la barre, petite mais droite, sa dignité remplissant la pièce. D'une voix claire et calme, elle a raconté la conversation qu'elle avait entendue. Chaque mot était un clou dans le cercueil de la défense. Elle a décrit le rire d'Emma, sa cruauté, son mépris. Quand elle eut fini, un silence de mort plana sur la salle d'audience. Le jury la regardait, non pas avec doute, mais avec une admiration respectueuse. Elle était la vérité incarnée. L'avocate d'Emma tenta un contre-interrogatoire désespéré, essayant de la dépeindre comme une employée mécontente cherchant à se venger. Mais Maria resta inébranlable. Je ne cherche pas à me venger, madame. Je cherche la justice pour une femme bonne qui a été trahie. C'était le coup de grâce. La plaidoirie finale de Madame Vallet fut brève et puissante. Elle a simplement dit au jury de comparer le courage et l'intégrité de Maria à la cupidité et à la tromperie des accusés. Le jury n'a délibéré que pendant 2 heures. Quand ils sont revenus, leur visage était grave. Sur le chef d'accusation de tentative d'empoisonnement contre Rémi Dubois, nous, le jury, déclarons l'accusé coupable. Sur le chef d'accusation d'association de malfaiteurs contre Rémi Dubois, nous déclarons l'accusé coupable. Sur le chef d'accusation d'abus de faiblesse contre Rémi Dubois,
nous déclarons l'accusé coupable. Chaque « coupable » était un coup de marteau. Rémi s'effondra, sanglotant de manière incontrôlable. Sur les chefs d'accusation de tentative d'empoisonnement, association de malfaiteurs et abus de faiblesse contre Emma Dubois, nous, le jury, déclarons l'accusé coupable. Emma ne pleura pas. Elle me lança un regard si venimeux que j'en frissonnai. C'était un regard qui promettait une haine éternelle. La justice avait été rendue. Mais alors que les officiers emmenaient mon fils en pleurs, je ne ressentis aucune victoire. Seulement un vide immense et douloureux. J'avais gagné le procès, mais j'avais perdu mon enfant pour toujours. Le verdict a résonné dans le silence de la salle d'audience, mais dans ma tête, il a déclenché une avalanche de silence encore plus profonde. Le son des sanglots de Rémi, le regard haineux d'Emma, le bruit sec des menottes, tout cela s'est estompé pour laisser place à un vide assourdissant. J'avais passé des semaines à me battre pour la vérité, et maintenant que je l'avais, elle avait le goût de la cendre. Sortir du tribunal était une autre épreuve. Les journalistes, comme des vautours, se sont jetés sur moi, leurs questions se mélangeant en un vacarme insupportable. Madame Dubois, que ressentez-vous? Regrettez-vous d'avoir envoyé votre propre fils en prison? Est-ce que la justice a été rendue? Je me suis frayé un chemin à travers la foule, le visage impassible, Maître Dubois et Maria formant une garde rapprochée protectrice. Le trajet de retour vers mon appartement s'est fait en silence. Maria, assise à côté de moi dans le VTC, a posé sa main sur la mienne. Un geste simple, mais qui contenait plus de réconfort que tous les mots du monde. Je l'ai regardée, cette femme qui avait risqué tant de choses pour moi, et j'ai ressenti une immense gratitude mêlée à une culpabilité poignante. Sa bravoure avait mis en lumière la lâcheté de mon propre fils. Les jours suivants ont été étranges. Le monde extérieur célébrait une sorte de victoire morale. Les journaux titraient sur « La mère courage », qui avait affronté sa famille corrompue. J'étais devenu un symbole involontaire de l'intégrité face à la cupidité. Mais à l'intérieur des murs de mon appartement, j'étais juste une mère en deuil. Je ne pleurais pas la perte de mon fils à la prison, mais la perte de l'enfant que je croyais avoir élevé, l'illusion d'une famille que j'avais chérie pendant des années. La sentence est tombée un mois plus tard. 20 ans pour Rémi. 15 pour Emma, le juge tenant compte de son rôle de cerveau mais lui accordant une légère clémence pour une coopération tardive et limitée. 20 ans. Il aurait plus de 60 ans à sa sortie. Une vie entière, gaspillée. Le chiffre flottait dans mon esprit, abstrait et cruel. C'était la justice, me disais-je. C'était la conséquence de ses actes. Mais la logique ne pouvait pas apaiser la douleur lancinante dans mon cœur. J'ai essayé de me plonger dans le travail. Les restaurants, chez David, étaient mon refuge, le seul endroit où les choses avaient encore un sens. Le personnel, qui avait suivi le procès avec une loyauté sans faille, me traitait avec un respect teinté de pitié. Il me laissait de l'espace, comprenait mes silences. Maria était devenue indispensable. Elle gérait l'établissement des Batignolles avec une telle compétence et une telle grâce que je lui ai rapidement confié la supervision de 2 autres restaurants. Elle avait une capacité naturelle à diriger, à inspirer confiance. En la regardant travailler, je voyais le reflet de ce que David et moi avions toujours voulu pour notre entreprise, un lieu construit sur le respect, l'intégrité et une passion pour la bonne nourriture. Un après-midi, alors que nous étions dans mon bureau, passant en revue les plans d'un nouvel établissement potentiel près du canal Saint-Martin, Maria a posé son stylo. « Madame Dubois, dit-elle doucement. Vous ne souriez plus. » Ces mots m'ont frappé par leur simple vérité. Je ne crois pas avoir beaucoup de raisons de le faire, Maria. Vous avez gagné, a-t-elle insisté. Vous avez fait ce qui était juste. David serait si fier de vous. Il aurait eu le cœur brisé, ai-je corrigé, ma voix se brisant. Il aurait trouvé un autre moyen. Un moyen de sauver Rémi sans le détruire. Peut-être, a-t-elle concédé. Ou peut-être aurait-il vu que Rémi s'était déjà détruit lui-même, et que tout ce que vous pouviez faire était d'empêcher qu'il ne vous entraîne dans sa chute. Parfois, l'amour le plus profond consiste à laisser les gens faire face aux conséquences de leurs choix. Sa sagesse, née d'une vie de difficultés que je pouvais à peine imaginer, était à la fois réconfortante et douloureuse. Elle avait raison, bien sûr.
Mais la théorie était si loin de la réalité viscérale de la perte. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre de la prison. Pas de Rémi cette fois, mais de l'administration pénitentiaire. Rémi demandait à me voir. Ma première réaction a été un refus catégorique. À quoi bon? Pour entendre d'autres excuses, d'autres manipulations? Pour voir le visage de l'homme qui avait essayé de me voler mon héritage et ma raison? J'ai jeté la lettre à la poubelle. Mais elle est restée là, me narguant. Pendant des jours, je me suis battue avec moi-même. Une partie de moi, la partie blessée et en colère, voulait le rayer de ma vie pour toujours. Mais une autre partie, la mère qui se souvenait de ses premiers pas et de ses cauchemars, ne pouvait pas tout à fait lâcher prise. J'en ai parlé à Maria. Elle m'a écouté sans jugement, comme toujours. Que feriez-vous, ai-je demandé. Elle a réfléchi un long moment. Je ne sais pas, madame. Mon père disait que le pardon ne consiste pas à excuser ce que l'autre a fait. Il consiste à se libérer du poids de la colère. Peut-être que vous n'y allez pas pour lui. Peut-être que vous y allez pour vous. Ces paroles ont résonné en moi. Le poids de la colère. C'était exactement ça. C'était un fardeau que je portais chaque jour, un poison qui m'empêchait de trouver la paix. Le jour de la visite, j'ai conduit jusqu'au centre de détention de Fresnes, une forteresse de béton lugubre au sud de Paris. L'air était froid et humide. Les procédures de sécurité étaient longues et dépersonnalisantes. On m'a fouillé, on a vérifié mon identité, on m'a fait passer par des portes métalliques qui se refermaient avec un bruit sourd et définitif. Le parloir était une pièce stérile, divisée par une épaisse vitre en plexiglas. Des téléphones noirs étaient fixés de chaque côté. J'ai attendu, le cœur battant à tout rompre. Puis il est entré, escorté par un garde. Il portait un uniforme de prisonnier gris et informe. Il avait perdu encore plus de poids, et ses cheveux étaient coupés courts, révélant la forme de son crâne. Il avait l'air plus vieux, vaincu. Le vernis de charme et de confiance avait complètement disparu. Il n'était plus le Golden Boy de Neuilly, mais juste un homme brisé. Il s'est assis en face de moi, a pris le téléphone. J'ai fait de même, ma main tremblant. Maman, sa voix crépitait à travers le récepteur. Elle était rauque, usée. Je n'ai rien dit. Merci d'être venu. Je ne pensais pas que tu le ferais. Il y eut un long silence. Il regardait ses mains, posées sur la tablette devant lui. Je ne sais pas par où commencer. Il leva les yeux, et pour la première fois, je n'y vis ni manipulation, ni pitié de soi. Juste un abîme de regret. Dire que je suis désolé ne suffit pas. Ce n'est qu'un mot. J'ai passé chaque seconde de chaque jour depuis le procès à repenser à cette nuit. À tout ce qui a mené à cette nuit. Il prit une profonde inspiration. L'avocat avait raison sur un point. J'ai toujours vécu dans l'ombre de papa. Je voulais tellement être comme lui, avoir son succès, son charisme. Mais je n'avais pas son intégrité. J'ai cherché des raccourcis. Le jeu c'était facile au début. L'excitation, l'argent facile. Je me sentais puissant. Je me sentais comme lui. Mais c'était une illusion. Quand j'ai commencé à perdre, je n'ai pas pu m'arrêter. Je ne pouvais pas admettre que j'avais échoué. L'orgueil. C'est l'orgueil qui m'a détruit. Quand j'ai emprunté à ces gens, je savais que c'était une erreur. Mais j'étais sûr de pouvoir tout récupérer au prochain coup. Il secoua la tête, un sourire amer sur les lèvres. Le prochain coup n'est jamais venu. Emma, il hésita. Je l'ai entraînée là-dedans. Mais elle y est allée volontiers. Elle aimait l'argent encore plus que moi. Quand je lui ai parlé de mon plan, elle ne l'a pas trouvé monstrueux. Elle l'a trouvé logique. Elle a dit que c'était mon droit d'aînesse, que tu me le devais. Elle a rendu tout ça normal. Il me regarda enfin droit dans les yeux. Des larmes coulaient sur ses joues. Le pire, ce n'est pas d'être ici. Le pire, c'est de savoir que j'ai détruit le souvenir de papa pour toi. J'ai pris tout ce qu'il représentait, l'honnêteté, la famille, l'amour, et je l'ai souillé. Je suis devenue tout ce qu'il méprisait. C'est ça, ma véritable prison. Je sentis une larme rouler sur ma propre joue.
C'était la première fois qu'il prenait l'entière responsabilité, sans blâmer personne d'autre. C'était la première fois que je voyais non pas le criminel, mais le fils perdu qui avait enfin compris l'énormité de sa faute. « Pourquoi m'as-tu demandé de venir, Rémi ?» Ma voix était à peine un murmure. « Pour te dire ça. En personne. Et pour te demander non, pas de me pardonner. Mais de te pardonner à toi-même. Ce n'est pas ta faute, maman. Rien de tout ça. Tu as été une mère parfaite. C'est moi qui ai été un fils imparfait. » Un garde a tapoté sur la vitre. Le temps était écoulé. « Je dois y aller, dit-il. Je ne sais pas si je te reverrai. Mais je veux que tu vives ta vie. Que tu sois heureuse. C'est tout ce qui compte maintenant. Construis un nouvel héritage. Un qui ne soit pas souillé par moi. » Il s'est levé, et avant de se détourner, il a posé sa main sur la vitre, juste en face de la mienne. Un geste d'adieu, un pont impossible entre deux mondes. J'ai regardé sa silhouette s'éloigner jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière une porte métallique. Je suis restée assise là, le téléphone à l'oreille, écoutant le silence. Quelque chose s'était brisé en moi, mais d'une manière différente. La colère avait commencé à se dissiper, remplacée par une tristesse profonde, mais pure. Une tristesse pour l'enfant que j'avais perdu et pour l'homme qu'il ne serait jamais. En sortant de la prison, l'air froid m'a semblé moins mordant. Le ciel gris semblait un peu plus lumineux. Le pardon, avait dit Maria. Ce n'est pas pour eux. C'est pour soi. Pour la première fois, je commençais à comprendre. Cette visite à la prison a été un tournant. Ce n'était pas une absolution, ni une réconciliation facile. C'était une acceptation. L'acceptation de la réalité, aussi douloureuse soit-elle. Rémi était brisé, mais il avait enfin trouvé un éclat de vérité au milieu de ses ruines. Et en lui accordant cela, j'ai senti que je pouvais enfin commencer à guérir moi-même. Je suis retournée à ma vie, mais avec une perspective différente. Le poids sur mes épaules semblait plus léger. La nourriture avait de nouveau du goût. Les couleurs semblaient plus vives. Le silence dans mon appartement n'était plus oppressant, il était devenu un espace pour la réflexion, pour la paix. J'ai continué à travailler avec Maria pour développer les restaurants. Notre partenariat était devenu une source de joie et de fierté immense. Nous avons ouvert le nouvel établissement près du canal Saint-Martin, un bistrot moderne avec une terrasse donnant sur l'eau. Le soir de l'ouverture, l'endroit était bondé, rempli de rires et de conversations animées. Debout dans un coin avec Maria, un verre de champagne à la main, je regardais la scène. Je l'ai vu saluer les clients par leur nom, s'assurer que son personnel était soutenu, son visage rayonnant d'une passion authentique. « Tu sais, Maria, lui dis-je, j'ai pensé à quelque chose. »« Quoi donc, Madame Dubois ?» ?»« Chez David a toujours été le nom. C'est l'héritage de mon mari. Mais un héritage n'est pas fait pour être figé dans le marbre. Il est fait pour grandir, pour évoluer. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je pense qu'il est temps de changer le nom du groupe. Je voudrais l'appeler Dubois et Gonzalez. Maria laissa presque tomber son verre. Ses yeux s'écarquillèrent, remplis de larmes. Madame Hélène, je ne peux pas. C'est votre nom de famille, votre histoire. C'est notre histoire maintenant, ai-je insisté. Tu as gagné ta place ici, pas par charité, mais par ton talent, ton travail, plus important encore, ton intégrité. Tu représentes tout ce en quoi David et moi avons toujours cru. Il est juste que ton nom soit à côté d'une autre. Tu es une partenaire, pas une employée. Ce soir-là, nous avons célébré non seulement un nouveau restaurant, mais une nouvelle fondation, un nouvel héritage construit sur les cendres de l'ancien. Les années ont passé. La vie a trouvé un nouveau rythme, plus calme, plus réfléchi. Je n'ai jamais revu Rémi. Nous nous écrivions parfois, des lettres courtes et sobres. Il me parlait des programmes qu'il suivait en prison, des livres qu'il lisait. Il ne demandait jamais rien, ne se plaignait jamais. C'était la correspondance de deux étrangers liés par un passé tragique. Je ne savais pas si je lui avais pardonné, mais j'avais cessé de le haïr. Et c'était suffisant. Quant à Emma, j'ai appris par mon avocat qu'elle avait divorcé de Rémi peu après la sentence.
Elle a purgé sa peine et, à sa libération, a disparu, changeant probablement de nom et de vie, emportant avec elle son ambition froide et calculatrice. Je ne lui ai jamais consacré une autre pensée. Un jour, environ 5 ans après le procès, je me promenais dans le jardin du Luxembourg par un après-midi d'automne ensoleillé. Les feuilles dorées et pourpres crissaient sous mes pieds. J'ai acheté une crêpe au sucre à un vendeur ambulant et me suis assise sur un banc vert, regardant les enfants jouer autour du grand bassin. Mon téléphone a sonné. C'était Maria. Hélène. J'ai des nouvelles incroyables, sa voix pétillait d'excitation. Tu te souviens du petit café dont je t'ai toujours parlé, celui que je rêvais d'ouvrir? Eh bien, la banque vient d'approuver mon prêt. Je l'ai eu. J'ai souri, un vrai sourire large et sincère. Maria, c'est merveilleux. Je suis si fière de toi. C'est grâce à toi, Hélène. Tu m'as donné une chance quand personne d'autre ne l'aurait fait. Tu m'as appris tout ce que je sais. Non, Maria. Tu avais tout en toi. J'ai juste ouvert la porte. Nous avons parlé pendant un moment, planifiant une célébration. Après avoir raccroché, je suis restée assise sur le banc, savourant la chaleur du soleil sur mon visage. Un petit garçon a couru après son voilier, son rire insouciant flottant dans l'air. En le regardant, je n'ai pas ressenti la douleur du fils que j'avais perdu. J'ai ressenti la joie de la fille que j'avais trouvée. J'ai pensé à l'héritage. David et moi avions commencé avec un rêve de construire quelque chose de durable. J'avais cru que cet héritage était une ligne directe, transmise de parents à enfants. J'avais eu tort. Un héritage n'est pas seulement une question de sang ou de nom de famille. C'est une question de valeur. C'est une flamme que l'on transmet. Parfois, elle est transmise à nos enfants. Et parfois, quand cette voie est brisée, elle trouve un autre chemin. Elle est transmise à ceux qui la méritent, à ceux qui la porteront avec honneur et la feront briller encore plus fort. Mon fils avait tenté de voler mon héritage financier. Mais il n'avait pas pu toucher à mon véritable héritage, les valeurs que David m'avait laissées. Et cet héritage, je l'avais transmis à Maria. Et elle, à son tour, le transmettrait à d'autres. J'ai fini ma crêpe, le goût sucré persistant sur ma langue. J'ai regardé le ciel bleu vif de Paris, un ciel plein de promesses. La douleur était toujours là, une cicatrice douce au fond de mon cœur, un rappel de ce qui avait été. Mais elle n'était plus une encre. C'était une leçon. Je me suis levée du banc et j'ai commencé à marcher, non pas vers le passé, mais vers l'avenir. Un avenir rempli de nouveaux départs, d'amitiés improbables et de la compréhension tranquille que même après la plus sombre des nuits, le soleil finit toujours par se lever. Et parfois, sa lumière est encore plus belle qu'avant. Mon héritage n'était pas mort avec la trahison de mon fils. Il venait juste de renaître. Si vous aimez cette histoire, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos impressions sur cette histoire dans les commentaires. Pour écouter l'histoire suivante, cliquez sur la case à gauche.